C'est Omar, bonsoir, là nous sommes en direct. Il y a des... Bonsoir ou bonjour, selon le lieu où vous nous écoutez. Bon, eh ben, merci Si Mohamed, merci pour ta fidélité, ton travail et ta persévérance. Et j'aimerais juste rappeler encore une fois le petit leitmotiv, s'il vous plaît, ceux qui l'ont pas fait ou qui arrivent, abonnez-vous. Donc ça coûte rien, un petit clic et ça aide beaucoup ce que Si Mohamed est en train de faire et qu'il me fait l'honneur de partager. Bon, alors merci encore de votre présence. Cette semaine, on a eu 500 vues à peu près, donc ça fluctue. Bon, mais c'est en fonction de plusieurs choses évidemment. Et avec le temps et la longueur de mes webinaires en plus, évidemment, ça ne pousse pas trop les gens maintenant qui sont habitués aux 10 secondes ou 20 secondes de TikTok ou de je sais pas quoi là. Une demi-heure, une heure, 10 minutes, ça leur semble une éternité. Bon, heureusement pas tous, puisqu'il y a au moins 500 qui ont cette semaine, au moins. Il y a eu une semaine où il y a eu 800, pas loin de 1000, je pense même. Bon, en tout cas. Donc, parlant de ça, j'ai reçu quelques commentaires, pas beaucoup, disons 3 ou 4 peut-être, dont sur les commentaires même sur le site, donc sur le web. Quelqu'un qui me suggérait même d'aller faire mes webinaires sur Twitter. Et bon, il y en a un qui disait qu'il trouvait que bon, euh, c'était un peu difficile de suivre parce que je faisais des chemins de traverse. Enfin bon, mais comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas plaire, comme l'a dit La Fontaine, à tout le monde et à son père à la fois. Bon, donc jusque-là, la majorité est d'accord avec le format, les digressions, y compris la longueur. Peut-être que avec le temps, je suis devenu un peu plus lent, un peu plus long, je sais pas. Bon, j'ai eu quelques soucis, qui ont fait que bon, mes neurones, à un moment donné, n'allaient pas aussi vite que d'habitude. Ou bon, il y a des aléas, vous savez, de la vie, hein, on est tous des êtres humains. Il y a des jours avec, des jours sans, des jours bons, des jours moins bons, des jours bon. Donc, il faut faire avec. Alors voilà, mais je ferai mon possible pour être moins long sur les digrations, enfin, à moins qu'elles soient indispensables, et puis ou moins nombreuses, encore une fois, à moins qu'elles soient indispensables, et puis aussi sur la longueur même du webinaire. Bon, peut-être que petit à petit, je vais raccourcir. D'autant plus qu'on va rentrer maintenant dans des choses beaucoup plus techniques. Enfin, ne vous effrayez pas, ça sera pas, je vais pas effaroucher et vous donner des coups de pied dans les fourmilières. Rassurez-vous, je tâcherai de rester toujours aussi simple que possible, aussi abordable que possible. Et comme l'ont dit autant John Maynard Keynes que Alan Greenspan, le plus grand patron de la Banque fédérale américaine de tous les temps, les gens ordinaires, enfin c'est eux qui ont employé le terme, hein, ordinaire, notamment Alan Greenspan, dans son livre Turbulence, le temps des turbulences, si j'ai bonne mémoire, après qu'il ait quitté la Fed, les gens ordinaires, moi je dirais les gens, bon, monsieur et madame tout le monde, s'imaginent que nous, les économistes, nous savons des choses très ésotériques, très savantes, etc., que eux ignorent, alors que c'est pas vrai. Et aussi bien Keynes a écrit, euh, toute personne, disons moyennement suffisamment instruite, peut parfaitement suivre le raisonnement économique. Il n'y a rien d'ésotérique et de particulièrement hautement scientifique dans tout ça. C'est tout simplement les économistes ou des économistes parmi les économistes qui font exprès d'essayer de faire passer cette idéologie, comme je l'ai dit souvent,
pour une grande science compliquée et complexe, ce qui n'est pas vrai du tout. Et lui, Alan Greenspan, a dit Monsieur et Madame tout le monde s'imaginent qu'on sait des choses qu'ils ne savent pas ou qu'on sait plus qu'eux, alors que nous ne savons pas plus qu'eux et que nous utilisons des sortes de boules de cristal pour essayer de voir s'il faut augmenter les taux d'intérêt, baisser le taux de base, le prime rate, comme on dit, ou le taux directeur, ou le OC, ou le ceci, le cela. Il dit, nous aussi, on nage dans la farine, mais on essaye de faire ceux qui savent. Bon. Alors donc, évidemment, je ne démolis pas tout le discours économique avec ça. Il y a des éléments sur lesquels, des éléments concrets, très précis, très ceci, des faits, des mouvements de capitaux, des crises, des ceci, des choses qui baissent par là, qui montent par là. Bon, ça peut, pas de problème. On peut le constater, le calculer, etc., en tirer quelques conclusions, pas de problème. Mais de là à en faire une science qui va jusqu'à prédire les taux de démocratie des gouvernements avec des courbes économétriques, etc., bon, là on rentre dans pratiquement le délire. Bon, alors donc voilà, donc je réponds tout de suite à ces personnes, non. Je n'irai pas sur Twitter, je ne suis pas capable, je suis incapable de penser, de réfléchir et d'exposer des idées en 145 ou 150 ou 200 caractères. Je ne peux pas. Bon, alors c'est simple. Un journal récemment d'ici, du Canada, qui m'avait demandé une interview sur des sujets assez compliqués, notamment la fameuse la réunion, le sommet de Paris, le pacte pour un nouvel ordre financier, etc., des choses comme ça. Et ils m'ont demandé, s'il vous plaît, ne dépassez pas 800 mots. Bon, alors 800 mots, c'est à peu près une page, je pense, ou chose comme ça. Je leur ai répondu, écoutez, je suis désolé, mais je suis incapable de penser ces choses-là et de me prononcer sur ce genre de choses en 800 mots. Je ne fais pas partie des gens qui réfléchissent en 200, 300, 800 mots. Bon, alors, et comme l'a dit le grand linguiste Émile Benveniste, ou je pense Ferdinand de Saussure, avant lui, dans les langues, quand on parle, je pense que ça a été repris par Noam Chomsky, nous sommes obligés, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas le choix que de mettre les mots les uns après les autres. Bon, on ne peut pas sauter les mots, on ne peut pas émettre les mots les uns après les autres pour s'écouter, s'entendre, se parler, se comprendre. Ça prend du temps. Point. Bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Il n'y a pas de raccourci ni à la pensée, ni à la réflexion, ni à la connaissance. Dans ces trois choses-là, il n'y a pas de raccourci. Bon. Alors très souvent, quand je fais des consultations, petite digression, dans les entreprises, l'une des premières choses que je conseille en général, c'est parlez-vous. Vous ne vous parlez pas assez, ça je peux le constater très très rapidement que dans les entreprises, les gens ne se parlent pas, ils n'ont pas le temps, tout le monde doit donner des livrables, de je sais pas quoi, des objectifs, des résultats, des ceci, c'est toujours plus haut, c'est toujours plus gros, c'est toujours plus élevé, ça peut jusqu'au suicide, jusqu'au on le sait, bon, etc. Eh bien, je leur dis non, il faut vous parler. Vous êtes ensemble pour faire quelque chose ensemble, c'est ça une organisation, c'est ça une entreprise, c'est ça une société, tout ce que vous voudrez. Eh bien, il faut se parler pour se comprendre et faire des choses ensemble. Sinon, on ne le fera pas. C'est pour ça que chez les Japonais, chez les Allemands, chez les Chinois aujourd'hui, qui sont en train de dépasser tout le monde, eh bien, la majeure partie de ce que font les gens en entreprise, c'est se parler. Bon, pas pour rien. Oui, mais on perd du temps. Alors, on s'imagine que le temps passé à se parler,
et à se comprendre, c'est du temps perdu. Non, le temps perdu, c'est celui qui est perdu à ne pas s'asseoir pour se parler, s'écouter et se comprendre. C'est ça le temps qui est perdu. Bon, alors on reviendra là-dessus quand on parlera. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, vous dites chaque fois on reviendra sur. Ah, il estime peut-être que c'est pas nécessaire ou elle, mais que voulez-vous que je vous dise? C'est vrai parce que c'est des choses sur lesquelles je vais revenir plus amplement, plus bon, etc. Bon, donc je le dis, voilà, je vais revenir là-dessus. Quand on parlera de linguistique, de psycholinguistique, etc., on va voir des raisons carrément scientifiques à ce que je suis en train de dire là, et comment la parole rapide, vite fait, et la vitesse, la précipitation qu'on préconise dans les entreprises pour tout de suite faire plus vite, etc., plus d'argent, plus de ceci, toujours plus vite, eh bien, on finit par ne plus savoir ce qu'on dit, ne plus savoir de quoi on parle, et même par devenir pathologique dans la façon de parler. Alors, je vais vous faire la démonstration que le mode de communication basé sur le schéma notamment de Shannon, émetteur, récepteur, canal, support, etc. Bon, je pense qu'il y a des gens qui connaissent ce schéma-là. Eh bien, c'est un schéma qui a été fait pour la cybernétique et pour les objets de type qui obéissent à la loi de la cybernétique, c'est-à-dire les électrons et les molécules qui passent ou qui ne passent pas, etc., mais pas pour l'humain. Ça n'a pas été conçu pour les êtres humains, les équations de Shannon. Bon, mais c'est quoi? C'est ça qu'on utilise, ou le schéma de Shannon. Eh bien, on va voir que c'est de la parole qui rend malade. Autant ceux qui parlent que ceux, et encore plus, qui reçoivent la parole. Bon, alors, on verra ça plus tard. Donc, pour aujourd'hui, je vais aller plus directement, je pense, aux éléments dont je veux parler en économie politique et en mensonge du néolibéralisme, bien que, regardez, j'ai quand même deux pages et des post-it, etc., de commentaires que je reçois, etc., que j'essaie de synthétiser, comment y répondre, tout ça. Mais je vais vous parler juste peut-être de quelques éléments d'actualité aujourd'hui, d'actualité brûlante aussi. Bon, il faut en parler de temps en temps, hein. Bon, alors je viens de faire une interview que vous pouvez trouver sur YouTube. Ça s'appelle, je pense, Radio Bamako ou quelque chose comme ça, Omar Aktouf, Radio Bamako. Bon, cherchez comme quelque chose de genre que j'ai donné la semaine dernière sur à propos donc du fameux sommet nouveau pacte financier que propose Monsieur Macron, et où il y avait 12 pays africains sur 55 représentés, 40 pays en tout, alors que c'était l'Afrique qui était, qui était le plus concernée. Eh bien, s'il vous plaît, écoutez cette interview. Elle en a déjà quelques milliers d'écoutes. Je ne sais pas, la dernière fois que j'ai vu, c'était peut-être 2000 ou 3000. Et où je donne mon avis sur ce pacte financier qui n'est que gesticulation pour commencer à se défendre contre ce que fait le BRICS, qui en est déjà, vous le savez, à 2 sommets là, et donc des gesticulations pour essayer de freiner ce que le BRICS est en train de faire. Bon, et qui est autre chose que cette espèce de pacte financier à la va-vite et bidon que Macron propose. Bon, mais vous verrez les détails dans cette interview qui dure 1 heure. Bon, donc l'autre élément de l'actualité brillante, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un documentaire qui a été fait sur le nouvel aéroport de Pékin, qui est l'aéroport d'Anxing. Eh bien, cet aéroport, est le plus grand du monde. Le plus grand du monde, c'était Atlanta. Avant ça, pourquoi Atlanta? Parce qu'Atlanta est à peu près au centre ou à l'épicentre des voies
qui vont de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, etc., vers l'Asie, bon. Donc, c'est un peu un point géographique assez stratégique pour justifier un aéroport, disons, conséquent. Mais là, l'aéroport de Danxing, fait par les Japonais, de Pékin, il a été fait en moins de 5 ans. Gigantesque, inimaginable. Budget total, moins de 40 milliards de dollars. Alors qu'ici, à Montréal, une quasi-mini ligne de métro souterraine de 3 ou 4 stations ou 5 stations, le budget prévu est de 36 milliards. Pourquoi? Parce qu'on confie ça à des entreprises privées. Évidemment, les entreprises privées vont tout gonfler, tout, tout, y compris les obstacles soi-disant du sous-sol qu'il faut, etc. Alors que la Chine, c'est des entreprises d'État. Et dans ce documentaire, on dit même ce qui a facilité le fait que cet aéroport gigantesque, inimaginable, d'hyper technologie, que aucun aéroport n'a même pas dans ses rêves. Bon, pour vous dire, le temps le plus long à passer quand vous arrivez à cet aéroport pour prendre une correspondance, le plus long, le plus éloigné du centre d'arrivée, donc de tous les passagers, 100 000, 200 000 passagers par heure ou par jour, enfin, gigantesque, 8 minutes. Ce qui fait que d'où que vous veniez dans le monde et où que vous alliez après dans le monde, en moins d'une demi-heure, vous êtes dans votre avion de connexion. Bon. Il n'y a aucun aéroport au monde jusque-là qui a réussi le millième d'un tel exploit. Aucun. Vous imaginez toute la logistique qu'il y a derrière, à commencer par les bagages, etc., etc. Bon, enfin bon, voyez-le s'il vous plaît, documentaire sur le nouvel aéroport de Pékin, Danxing, fait dans un temps absolument record et avec un budget record, des entreprises nationales, étatiques, et le commentateur ajoute, tout ceci est aussi facilité par le système du centralisme démocratique. Et il dit, ça facilite les décisions parce que toutes les réflexions de tous les éléments de logistique, de ceci, de cela, qui doivent s'interconnecter dans le fonctionnement de cet aéroport, depuis les navettes et les trains et les métros et les routes et les autoroutes qui s'ensuivent, qui doivent relier le centre de Pékin à l'aéroport et les bagages et etc. et l'enregistrement et ceci et cela, ben tout ça est centralisé à un point qui est issu de la tradition du centralisme démocratique, qui est une tradition de la doctrine ou de la théorie communiste, s'il vous plaît, et ils disent que c'est un avantage. Et c'est des commentateurs occidentaux, français, que ce centralisme démocratique favorise la prise rapide de décision et l'aller et venue rapide de feedback, commentaires, etc., etc. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait en un temps si record. Alors voilà, l'autre nouvelle, nos 500 plus riches dans le monde, dont peut-être un de chez nous. Enfin, les 500 milliardaires, plus grands milliardaires du monde. Ils ont gagné, nouvelle qui est sortie il y a 3 jours ou 4 jours, gagné, entre guillemets, 14 millions de dollars par jour, chacun pendant les 6 derniers mois. Un total de dizaines de milliards. Comment peut-on faire pour être une personne qui gagne 14 millions de dollars US par jour? Comment? Les 6 derniers mois, pendant que les gens crèvent de faim, l'inflation
tue des ménages entiers, met à la rue des gens, et le gonflage artificiel des prix, l'absence totale de concurrence, les cartels, les trusts, les machins, les manipulations. Moi-même, j'ai été victime d'une escroquerie inimaginable de la part d'une banque en plus. Et en même temps, qu'on nous annonce que ces 500 génies ont gagné 14 millions par jour chacun pendant les 6 derniers mois, on nous annonce qu'au Québec, il y a officiellement 7000 ménages dans la rue parce que chaque 1er juillet, les Québécois déménagent. Bon, c'est une tradition. Ceux qui veulent déménager, déménagent le 1er juillet de chaque année. C'est là qu'on renouvelle le bail, etc., etc. Bon, eh bien, mais c'est un chiffre, commentaire de la personne qui l'a annoncé elle-même, sous-estimé, parce que c'est un chiffre qui est seulement le chiffre de personnes, de ménages, qui se sont adressés aux instances, aux institutions qui seraient chargées de trouver des solutions de rechange, des solutions provisoires, des solutions intermédiaires, de relogeage de ces familles qui sont à la rue. 7000. Et nos 500 plus riches, 14 millions par jour. Alors qui peut me dire et me regarder dans les yeux et me dire que ce monde est bien géré? Que ça s'appelle de la bonne gestion, de la bonne économie? Qui peut me dire ça? Bon, alors j'arrête avec l'actualité et mes quelques indignations. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté aux deux hypothèses de notre ami Léon Valras. Rappelez-vous, chargé par monsieur Ruchonnet. Et quand j'avais appelé son nom, je pense que je me suis trompé dans ma façon d'épeler. J'ai dit R-U-C-H-E, 2-N-E-T. Non, c'est O, évidemment, Ruchonnet. Bon, alors donc, après le CH, c'est un O, 2-N-E-T. Donc, qui a été élu président de la Fédération helvétique une ou deux fois, et contemporain donc, de Léon Valras, et qui est devenu président de la Fédération du canton de Vaud, où il y a Lausanne. Et à Lausanne, c'est créé. Est-ce que c'est lui qui l'a créé? Est-ce que, bon, je n'en ai pas souvenir. Est-ce que c'est bien lui? Enfin, bon, peu importe. Une petite université nouvelle qui voulait notamment, je ne sais pour quelle raison exacte, mais la raison pour Valras, je la connais, mais pour le reste, c'était de faire des sciences sociales, des sciences humaines, comme on les appelle, eh bien, des sciences plus exactes, c'est-à-dire, bon, comme l'a dit Ruchonnet lui-même, des sciences, que ce soit, je pense, hein, je ne l'ai pas vu les énumérer, mais je pense la sociologie, la psychologie qui était à peine naissante à l'époque, bon, je sais pas, l'ethnographie, la démographie, l'anthropologie, bon, etc., que ces disciplines-là ou ces sciences-là deviennent comme les sciences dures, comme on les appelle, la physique, la biologie, la biochimie, la chimie, etc., etc. Quoique, en physique, on admet qu'à une certaine limite, ça devient de la philosophie. Ceux qui m'écoutent et c'est ceux qui ont étudié la physique savent très bien qu'on fait la différence entre la physique appliquée et la physique théorique. Alors, quand on est en physique théorique, c'est-à-dire la physique qui traite par exemple du problème de la lumière, ou la physique qui traite de l'astrophysique, la physique qui traite de la théorie de l'univers, etc., etc., la thermodynamique, etc. Bon, donc cette physique théorique-là, à un certain seuil, ça devient de la métaphysique, même pas de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie au plus haut niveau, de la métaphysique. Bon, alors, quand on parlera de thermodynamique et
paradigme thermodynamique de l'économie, comme je l'ai déjà promis, même si j'en ai parlé par ailleurs, mais j'en parlerai ici de façon différente, plus avancée, plus pointue, plus axée sur donc l'objet de ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire politique économique, pardon, économie politique et mensonge du néolibéralisme, eh bien, on verra à quel point c'est quasiment de la métaphysique. Bon. Alors donc, voilà, alors cette université de Lausanne, euh, on l'a chargée, on lui a donné, ou elle s'est donnée, enfin, je ne sais pas exactement les processus par lesquels ça s'est passé, mais l'idée de faire de ces sciences sociales des sciences plus respectées, plus respectables, comme la physique de Newton, comme etc. Donc, qui dit, comme l'a dit Ruchonnet, qui dit des vérités. Autrement dit, des vérités scientifiques. Voilà. Bon, on sait que la vérité, ça n'existe pas. Bon, Einstein nous l'a montré sous toutes les coutures et dans tous les sens. Bon, donc, alors, une vérité, la vérité, Bachelard aussi d'ailleurs, bon, etc. Bon, passons. Et donc, qui dirait des vérités, les vérités, comme la science physique de Newton, quand elle dit la Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil, etc., etc. Bon, avec ces nouveaux apports sur la gravité, sur la question des distances, des masses, etc., etc. Eh bien, personne ne va contredire Newton ou toute personne qui pratique la physique newtonienne pour rendre compte du comportement de ces objets célestes. C'est des vérités, bon, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on peut envoyer des fusées, qu'on peut ceci, qu'on peut cela, etc. Bon. À ce propos, ça me rappelle, petite digression, quand j'ai fait un jour une conférence, je pense que c'était sur précisément le paradigme thermodynamique et l'économie. Alors je rappelle que ce n'est pratiquement pas publié, sauf en Amérique latine, dans une revue espagnole, enfin hispano, mais dont malheureusement j'ai perdu les coordonnées, et deux articles. Un qui reprend mes démonstrations et un qui va plus loin, fait par des physiciens et qui ont essayé d'utiliser mes démonstrations pour trouver des équations qui rendent compte de la valeur anthropique d'un bien, c'est-à-dire de la quantité d'énergie dissipée selon le deuxième principe de la thermodynamique, intégrée dans la production d'un bien ou d'un service. Bon, ce qu'évidemment, on n'a jamais su, on n'a jamais essayé de calculer jusque-là, mais depuis, malheureusement, le directeur du laboratoire de thermodynamique de Colombie, qui avait fait ça à l'époque, a perdu son poste ou a pris sa retraite, enfin je ne sais plus. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles de cette équipe de recherche qu'il avait mise sur pied pour aller plus loin dans l'aspect mathématique et l'aspect équation de mes intuitions, qui étaient des intuitions beaucoup plus de raisonnement que de calcul et de démonstration mathématique, ce dont je suis évidemment bien incapable. Bon, donc, enfin, à ce niveau-là. Bon, alors donc, ça me rappelle, donc je faisais beaucoup de conférences, mais c'était pas publié. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, sans doute, je l'ai dit, je me souviens plus. Quand j'adressais mes articles à des revues de physique qui me disaient le côté économie, on n'y comprend rien, donc on peut pas publier. Je l'adressais à des revues d'économie ou de gestion, c'était l'inverse. Le côté physique, on n'y comprend rien, donc comment voulez-vous qu'on publie ça et qui va lire ça? Un professeur de marketing, de je sais pas quoi, de production ou de ressources humaines ou de logistique économique, qu'est-ce qu'il va comprendre au deuxième principe, premier principe, etc., la thermodynamique, tout ça. Donc voilà la raison, l'une des raisons pour lesquelles on me répondait pour me dire qu'on ne pouvait pas publier cet article-là, à cause de ce lien entre la physique et l'économie, que j'étais pratiquement le seul à faire, disons, sous cet aspect-là et à ce niveau-là.
parce que je rappellerai jamais assez que mon problème n'a jamais été d'essayer de trouver une source d'énergie infiniment renouvelable pour que l'économie continue à croître de façon infinie. Ça n'a jamais été mon problème, ni la durabilité, ni le soutenable, pas du tout. Mon problème, ça a toujours été d'où vient cette quantité d'énergie qu'on appelle le profit, puisque l'argent, c'est d'énergie, puisque l'argent n'est imprimé que pour payer le travail de quelqu'un quelque part, et si ça équivaut au travail, donc ça équivaut à de l'énergie, et si ça équivaut à de l'énergie, comme on ne sait pas créer ni fabriquer d'énergie, donc d'où vient cette immense quantité d'énergie? Aujourd'hui, ça se chiffre par dizaines de milliards de profits pour juste les pharmaceutiques et les pétrolières. Bon, ne parlons pas des banques. D'où vient cette colossale quantité d'énergie quand on ne sait pas fabriquer d'énergie, ni encore moins la créer? Alors c'est ça mon problème. Alors on verra plus tard comment je l'ai résolu et à quelle conclusion j'ai abouti. Bon, donc l'anecdote que ça me rappelle, c'est que donc j'exposais ça par terre, donc certainement d'ingénieurs. Il me semble que c'était à l'Institut d'études de l'énergie de Genève. Tiens, donc on n'est pas loin de Lausanne. Et quelqu'un qui me sort l'argument suivant. Donc, j'étais en train de parler juste avant donc de Ruchonnet, des vérités, etc., etc. Donc, transformer ça comme la science physique de Newton qui dit des vérités qu'on ne peut pas remettre en question, etc. La Lune, qui eh bien, il me sort alors, je parlerai donc un jour quand je parlerai de ce paradigme-là, de toutes les objections qu'on m'a faites. Alors, c'est inouï, les objections, ça peut aller jusqu'à pratiquement du niveau de la sorcellerie. Bon, alors, l'argument qu'il m'a sorti, c'est, mais monsieur, alors c'était un parterre évidemment d'ingénieurs de Polytechnique. Alors, Polytechnique Genève, on sait très bien quel est le niveau. Et aussi Polytechnique Paris, ailleurs, bon, qui sont venus assister à cette conférence. Et l'argument était le suivant. Mais, monsieur Actouf, tout ce que vous dites là, il arrivera un jour une technologie, enfin ce que j'appelle la technophilie, hein, l'amour de la technologie. On aura un jour un Père Noël qui va nous sortir une nouvelle technologie qui va nous sortir des problèmes dans lesquels on est. Voilà. Donc une technologie qui va refabriquer des poissons, qui va enlever tous les plastiques des océans, qui va rétablir le dérèglement climatique, une technologie qui va faire tout ça. Refaire pousser l'Amazonie, les arbres, tous les animaux qui sont morts pratiquement du Pacifique à l'Atlantique au Canada. Au fait, une erreur que j'ai commise la dernière fois, j'ai dit que c'était les incendies de forêt, etc., de tout ce qui était au sud du Saint-Laurent. Non, c'est au nord, évidemment. C'est au nord du Saint-Laurent, pas au sud du Saint-Laurent. Bon, donc je reviens à cette objection. Mais M. Actouf, nous sommes arrivés à vaincre, à dépasser, à surpasser les lois de la gravité pour aller sur la Lune. Bon, déjà, j'espère que beaucoup de gens savent, si ça vous intéresse, on en discutera un de ces jours, qu'il y a beaucoup de gens, y compris des scientifiques, des centaines et des milliers, qui font des congrès, particulièrement ici aux États-Unis. Paradoxalement, en France et ailleurs, c'est le tabou total. Sur le 11 septembre, par exemple, des congrès, il y en a eu il y a quelques mois ici à Montréal. Il y avait 2 ou 3 000 ingénieurs, architectes, etc., tout ce que vous voudrez,
qui faisait la démonstration que la version américaine du 11 septembre et de la façon dont les tours sont tombées, etc., et la tour numéro 7 qui n'a eu ni avion, ni rien, ni absolument rien, qui est tombée de la même façon toute seule, eh bien, ça tient pas la route du point de vue scientifique, du point de vue physique, du point de vue de ceci, du point de vue de la biochimie, du point de vue de tout, etc. Enfin, pas de la biochimie, de la chimie, de ce que vous voudrez. Bon, de la biochimie, si on admet que les carburants, etc., il y a quand même du bio là-dedans. Bon, donc, et aussi sur la véracité de l'atterrissage sur la Lune. Bon, je ne vous apprends rien. Il y a même des gens très sérieux qui prétendent que c'était un film totalement fait notamment par Stanley Kubrick. On cite même le, le réalisateur qui aurait fait ça, parce qu'il avait fait 2001 Odyssée de l'espace, comme vous le savez. Bon, alors donc, quand on voit 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, ben, on a quasiment l'impression qu'on est dans plus que la réalité. Bon, alors donc je passe sur ces choses-là, mais donc ce monsieur me parle de ça. Alors on a vaincu la gravité pour aller sur la Lune. Bon, alors j'ai dit bon, il y a déjà au moins deux grands problèmes du point de vue de la physique par rapport à la question que vous posez. La première, c'est que, cher monsieur, vous n'avez rien vaincu du tout, vous n'avez rien dépassé du tout, vous vous êtes soumis à la loi de la gravité pour aller sur la Lune. Quand vous faites décoller les fusées d'un endroit stratégique sur la Terre, sur l'équateur, par rapport à la rotation de la Terre, et à un moment où l'axe de la Terre et la distance de la Terre par rapport à la Lune, etc., etc., et de telle façon que la gravité facilite les deux ou trois premières rotations de la fusée, etc., pour aller vers la Lune, eh bien, vous n'avez pas dominé la loi de la gravitation, ni vaincu, vous vous y êtes soumis. Bon, alors moi j'aimerais bien que l'économie et la gestion se soumettent aux lois de la reproduction de la nature, de la société humaine. Comment une société humaine se porte bien, qu'ils se soumettent aux lois qui régissent ces choses-là. Pas qu'ils prétendent, comme depuis Descartes, qu'on en est les maîtres absolus, qu'on en fait ce qu'on veut et qu'on les domine. Alors arrêtez d'utiliser ce vocabulaire, s'il vous plaît. En physique, en chimie, en etc., astrophysique, tout ce que vous voudrez, vous ne vainquez, vous n'êtes vainqueur de rien du tout. Vous n'avez dépassé rien du tout. Vous avez étudié et vous vous êtes soumis aux lois de la physique et de l'univers. Et c'est cette soumission à ces lois, notamment la gravité, qui vous a amené à la Lune. Bon, deuxième problème de la physique, on sait qu'il y a les deux ceintures de Von Allen, qui sont des ceintures de champs magnétiques, donc autour de la Terre et autour de la Lune, mais qui se croisent, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ces champs magnétiques, à l'époque, donc en 1969, on ne connaissait pas de technologie suffisante pour blinder suffisamment des fusées et leur donner un tel poids et les faire décoller, etc., 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 de telle façon qu'elles résistent à la traversée des deux ceintures de Von Allen, dont le champ magnétique aurait tué n'importe quel vivant. N'importe quel vivant. Bon. Alors, songez un peu pourquoi les Russes n'ont jamais cherché à envoyer qui que ce soit sur la Lune. Les Chinois non plus. Ils n'envoient que des engins non habités, en tout cas sur ou vers la Lune. Bon, mais disons qu'après, sans doute, on a eu une technologie suffisante pour... la réponse de la NASA, quand on leur a fait cette remarque,
c'était que ils se sont arrangés pour que la position de la Terre soit de telle façon par rapport à la Lune, de telle façon que l'épaisseur et l'intensité, etc., de ce champ magnétique étaient les plus faibles, et deux, pour passer très vite à travers ces deux ceintures, de telle façon que ce champ magnétique n'ait pas le temps de s'attaquer à quoi que ce soit de vivant. Bon, c'est comme ce qu'ils ont dit pour le fameux avion. Donc, excusez-moi de toutes ces digressions-là, mais puisque ça vient, j'en parle. J'arrête, je mets mon téléphone au silence, là, je l'ai oublié. Donc, alors, donc comme pour cet avion du Pentagone, quand on a posé la question, d'accord, vous avez dit qu'il a fondu, etc. On n'a pas trouvé 10 grammes de débris de 110 tonnes d'aluminium. Ça, on parle que de la carcasse, hein, que de la carlingue, etc., enfin de l'avion. 110 000, 110 tonnes, excusez-moi, donc 110 000 kilos, oui, d'aluminium. Mais où est l'aluminium fondu? Il serait resté au moins un tas d'aluminium fondu comme ça, puisque vous dites qu'il a brûlé à une telle température que, bon, il a fondu. Alors, deuxième réponse à la première réponse. Ah non, il n'a pas fondu, il s'est évaporé. Quand on sait que l'aluminium s'évapore pratiquement à la température du magma. Alors imaginez la température du magma jusqu'à 8 mètres à l'intérieur du Pentagone, qu'est-ce qui reste? Bon, alors vous me direz, je fais partie du complot, de ceci, de cela, comme on me l'a dit, mais s'il vous plaît, juste pour terminer avec cette question-là, si vous voulez, on en discutera un de ces jours. J'ai écrit, j'ai publié là-dessus et tout ça, ce qui m'a valu beaucoup de bonnes choses. Eh bien, à température du magma, on se demande ce qui serait resté du Pentagone. Hein. Bon, alors donc, voilà, et puis c'est pas le seul, mais pour terminer avec ça, bon, il y a des tas de choses dont il faut parler quand même, la descente verticale, je sais pas quoi, le feu qu'il a comme par hasard, au lieu d'aller du bas vers le haut, va du haut vers le bas, le kérosène qui, comme on le sait, n'explose pas, il brûle mais n'explose pas. Donc s'il brûle et n'explose pas, d'où viennent ces énormes explosions qu'on a vues dans les deux tours? L'autre question, c'est finalement la troisième tour, la tour numéro 7, dont plus personne ne parle. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? On nous dit jusqu'à présent que l'enquête se poursuit. Alors, tour numéro 7, elle a dû faire une crise cardiaque. Quand elle a vu les deux autres tours tomber, elle est à 3 ou 4 coins de rue, je pense, des tours du World Trade Center. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, on me traite à chaque fois comme tous ceux qui essaient, même les ingénieurs, leurs colloques, tout ça, d'ailleurs, on n'en parle pas. Quand ils font ces colloques et tout ça, c'est un catimini, et c'est des gens comme moi qui reçoivent des invitations, etc. Bon, pour aller assister, écouter des ingénieurs, des grands super docteurs, professeurs en physique, en astrophysique, en physique des métaux, des matériaux, de tout ce que vous voudrez. C'est pas des charlatans, là. Bon. Donc, complot, théorie du complot. Alors ça devient, c'est là, avec le woke, il y a les complots. Vous dites pas ce que dit la télévision française, américaine, ce que vous dites, c'est du complot. Point. Vous dites que Israël massacre à Gaza, c'est du complot. Mais vous dites que des terroristes habitent tout Gaza et toute la Cisjordanie occupée, ça, c'est de la vérité établie.
pas du complot. Bon, ça m'est arrivé une fois dans une interview, un débat en télévision et en direct, heureusement, parce que j'accepte plus depuis longtemps les différés, parce que je sais qu'on transforme mes paroles, ou on les coupe, ou on les manipule, etc. Donc je n'accepte que les directs. Et là, quelqu'un m'a dit, théorie du complot, tout ça. J'ai dit, mais monsieur, mais quel est le premier complot? Le premier complot, ce n'est pas celui de prétendre qu'un vieillard, il avait quoi, pas loin de 60 ans, Oussama Ben Laden, malade des reins, qui nécessite tous les 3 ou 4 jours une hémodialyse, qui a été trouvé par un journaliste du Figaro en juillet 2001 dans un hôtel de Dubaï en compagnie d'un officier de la CIA. Vous trouverez ça notamment dans Éric Laurent, Les Faces cachées du 11 septembre, notamment. Hein. Alors, je ne veux pas parler de Thierry Messant, tout ça, évidemment, c'est le grand complot, là. Bon, alors, donc, c'est pas ça le premier complot? De nous faire croire qu'un vieillard qui se fait hémodialyser tous les 3 jours a été capable d'organiser à partir d'une grotte des montagnes de l'Afghanistan une telle logistique d'une telle complexité pour faire tomber 3 tombes à New York, empêcher les avions de chasse de décoller pour les intercepter, etc., etc. Tout ça passé inaperçu, tout ça. Bon. Où est le premier complot? Il est où? Bon, si je suis complot, je ne suis que deuxième, au moins. Alors pourquoi je vous dis ça? Pas pour le plaisir d'en parler, c'est pour appuyer la nature et la variété des mensonges du néolibéralisme. Parce que ça peut aller jusque-là, parce que ça sert directement, même pas indirectement, directement l'ordre néolibéral. Alors si vous le voulez, je m'expliquerai sur ces liens une autre fois comment ces choses-là profitent directement aux mensonges néolibéraux dont je vous parle en économie. Bon, et donc on y ajoute d'autres mensonges dont je parlerai lorsque je traiterai de comment le capitalisme est en train d'arriver, est entré déjà dans ce que j'appelle une phase fasciste, eh bien, je pense que mon propos sera mieux compris. Mais bon, alors regardez un peu comment les digressions que je fais nous conduisent à des éléments comme ça inattendus, même par moi. Et évidemment. Donc, alors, c'est pas pour le plaisir d'en parler, c'est juste, ça fait partie intégrante de comment, depuis pratiquement la fin des 30 Glorieuses, les 30 Glorieuses, c'est donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce jargon, c'est les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les années 50, 60, 70, et qui étaient des années de croissance mondiale automatique. Mais on a attribué cette croissance mondiale des années 50, 60, 70 automatique. Alors rappelez-vous, s'il vous plaît, moi, dans ma famille, j'ai parmi mes grands-parents ou mes grands-oncles, etc., des gens qui étaient chefs de gare. Alors c'est le premier qui me vient à l'esprit parce que, bon, quelqu'un, un grand-père, qui était, ou un grand-oncle qui était un chef de gare pendant la colonisation, jusqu'à l'indépendance. Un autre qui était directeur d'école, même pas à Alger, en Kabylie, directeur d'école. Eh bien, avec les salaires, le niveau de vie, etc., qu'il y avait pendant les 30 Glorieuses, où le rapport salaire-niveau de vie, qualité de vie, coût de la vie, etc., eh bien, a fait que ce grand-oncle, directeur d'école, et grand-père, directeur de gare, donc chef de gare, d'une petite gare, c'est pas la gare d'Alger, là. Bon, donc,
Ça s'appelait Sigus à l'époque, ou Gmap, ou je sais pas quoi, enfin bon, des petites gares comme ça. Il était chef de gare dans des petites gares jusqu'à la fin de sa vie. Allah yarhamou. Bon, donc, ces gens-là, directeurs d'école, chefs de gare, eh bien, ils ont pu se construire une maison, parfois même deux maisons, acheter un appartement pour louer, ou pour leur fils, ou pour leur fille, ou pour ceci, pour cela. Bon. Aujourd'hui, quel chef de gare, quel directeur d'école peut même louer pratiquement un studio? Bon, alors c'était ça les 30 glorieuses. C'était, quoi que vous fassiez, ça marchait. Parce qu'après, il y a tellement eu de destruction, de dévastation pendant les deux guerres mondiales, donc celle de 14-18 et celle de 39-40, eh bien, que tout ne pouvait que remonter. Et on a, de façon hyper mensongère, j'en ferai la démonstration plus tard, attribué cette automatique ascension de l'économie et des retombées sociales, chef de gare, directeur d'école qui peut se construire une maison et même deux, eh bien, tout ça, on l'a attribué à la naissance et à l'expansion et à l'élargissement à l'échelle mondiale du management américain. Voilà un autre énorme mensonge. Bon, alors on verra plus tard que, en réalité, la dite réussite, ce que j'appelle la richesse américaine, parce que pour moi l'Amérique est un pays riche, comme le Canada, etc., même l'Angleterre, même la France, c'est des pays riches, mais pas développés. L'Allemagne est un pays développé. Et regardez ce qui se passe sur le plan social en France. C'est pratiquement la guerre civile. Pourquoi en Allemagne il n'y a rien? Alors qu'ils ont fait rentrer 1 million de migrants il y a quelques années sous Merkel, en Allemagne. En Belgique, il n'y a rien. Angleterre, pratiquement rien. Mais qu'en France, on va poser des questions. Bon, alors, donc, on va voir plus tard que ces questions ont rapport avec cette idéologie économique néolibérale qui n'a pas cours en Allemagne, qui a très peu cours en Belgique, quoi qu'on dise. Et en Angleterre, on revient dessus depuis, depuis que Thatcher a quitté le pouvoir. Depuis que Thatcher a quitté le pouvoir, on a arrêté tous les partenariats publics-privés, ou privés-publics, appelez ça comme vous voudrez, et on renationalise, on réétatise tout ce que Thatcher a privatisé, de la poste au chemin de fer jusqu'aux hôpitaux, tout, parce que c'est devenu la catastrophe. Bon, alors je vous expliquerai plus tard comment cette réussite, entre guillemets, qu'on brandit des États-Unis, eh bien, ce n'est pas le management américain qui l'a provoqué, c'est la réussite américaine du fait, enfin réussite entre guillemets toujours, hein, du fait qu'il n'y a jamais eu de guerre dans son sol, du fait que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, dont ils sont les principaux instigateurs pour affaiblir l'Europe, qui était son principal rival, eh bien, c'est ces guerres qui ont permis des progrès appliqués, tels que par exemple ce qu'on appelle la planification.
planifié l'envoi de convois, de munitions, de chars, de ceci, de cela, de ravitaillement, tout ce que vous voudrez, qui devaient traverser tout l'Atlantique jusqu'en Angleterre et la France, tout en évitant les sous-marins allemands. Bon, donc il fallait inventer de la planification, du ceci, de la logistique, de cela, de cela. Donc, c'est plutôt cet avancement de la façon de faire des Américains en termes de préparer, planifier, prévoir, envoyer, etc., etc., qui a créé le management. Donc c'est l'inverse. Si vous voulez que je vous dise ça en une phrase très lapidaire, c'est la réussite entre guillemets. Donc, alors ne parlons pas de l'esclavage. S'il y a quelqu'un qui a construit les États-Unis, c'est les esclaves. Et s'il y en a parmi vous qui imaginent qu'Abraham Lincoln et ses comparses autour voulaient l'émancipation des esclaves pour l'émancipation, par pure humanité, eh bien vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Même la Maison Blanche a été construite par des esclaves qui appartenaient à Jefferson, à George Washington et les pères de la nation. Ils étaient tous propriétaires de centaines d'esclaves, tous. Et dans la constitution qu'ils ont pondue, article 1, tout être humain né libre, en droit, etc., etc. Mais ils avaient des esclaves. Ils ont construit la Maison Blanche. Bon, donc ceux qui ont fait les Américains, ceux qui ont fait l'Amérique, c'est les Africains. Ça, il faut se le mettre une bonne fois pour tout dans la tête. 2 siècles. 2 siècles d'exploitation de tous les bras valides de l'Afrique pour construire l'Amérique. Bon, l'histoire des esclaves, j'y reviendrai plus tard. Alors, ne parlons pas du génocide des Amérindiens, ça c'est une autre histoire, etc., etc., etc. Bon, on verra ça plus tard. Donc, si je dois dire ça en une phrase lapidaire, c'est la réussite favorisée par les 2 guerres qui n'ont jamais eu lieu sur le sol américain. Les États-Unis n'ont eu que les très bons côtés de la guerre, c'est-à-dire de l'argent qui coulait à flot depuis l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, alors l'Allemagne, les Juifs, etc. Bon, j'en parlerai quand je parlerai de la façon dont les Américains, en particulier avec les Anglais, ont fabriqué Hitler, etc., etc. Et ensuite, ils l'ont trahi, ils l'ont laissé tout seul se débrouiller avec Staline et la Russie. Et c'est les Russes, c'est l'armée rouge qui ont gagné pratiquement à eux seuls la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le front ouest des Alliés, des autres, s'est arrêté. Pendant que les Russes continuaient. Bon. Alors donc, à part un bataillon ou deux qu'on a faufilé pour entrer dans Berlin, et notamment pour essayer de rafler, soit de dire, voilà, regardez, c'est les Américains et les Anglais et les Français qui sont rentrés les premiers dans Berlin, ce qu'il faut, et ensuite pour rafler les scientifiques allemands que tout le monde voulait. Alors c'était des nazis horribles, assassins de juifs, la Shoah, mais leurs savants, qui étaient tout aussi, qui avaient fait les V2, les V1, des trucs, les tanks, les derniers tanks Tiger, que même le plus grand savant américain ne pouvait même pas rêver dans ses rêves les plus fous, ça on en voulait. Et c'est eux qui ont fait, c'est ces nazis, savants nazis, dont Oppenheimer, dont von Braun, pour ne citer que ces deux-là, qui ont fait la NASA américaine et la bombe atomique. Bon, alors donc, tout ça, ça fait partie de tous les mensonges dont je vous parle, parce que quand vous avez dans la tête tous ces mensonges-là qui sont là,
eh bien, tout ce qu'on vous dit sur la supériorité du management américain, de l'économie américaine, de l'économie néolibérale, eh bien, ça passe encore plus facilement. Alors voilà pourquoi je fais ces digressions. Voilà pourquoi je vous parle de toutes ces choses qui apparemment n'ont rien à voir. Non, je suis désolé, ça a à voir. Et directement. Et ça participe de tous ces mensonges. Et ça les alimente, et ça les soutient, et ça les renforce, et ça les fait rentrer avec encore plus de force dans vos têtes, et dans vos gènes, et dans vos convictions, et pratiquement même dans une seconde nature, cette fameuse fausse conscience dont parlait Marcuse. Bon, alors voilà donc dans cette phrase lapidaire, donc je la répète, c'est la réussite appliquée, matérielle, etc., entre guillemets toujours bien sûr, américaine, favorisée notamment par les deux guerres mondiales, qui a fabriqué le management, et non pas l'inverse. Ça n'a jamais été le management américain qui a fait le succès, etc., et la réussite des entreprises et de l'économie américaine. Jamais. C'est l'inverse. Alors dites-moi s'il vous plaît, parmi les pays du tiers-monde et du monde qui appliquent le management à l'américaine, il y en a combien qui sont développés? Tous ceux qui sont développés, ce sont ceux qui sont sortis totalement du modèle américain. À commencer par la Malaisie, continué par le Japon et terminé par l'Islande. Bon, alors, ça pousse quand même à réfléchir. Bien. Alors revenons à notre Léon Walras, etc. Donc vous voyez, je fais des va-et-vient entre l'actualité, le passé, bon, le présent, bon. Mais tout ça est lié, tout ça est lié. Et puis vous savez, bon, encore une fois, n'en déplaise à cette personne qui m'a fait la remarque, et désolé, pardon si ça vous, si ça vous titille un peu ou je ne sais pas, eh ben, j'y reviendrai quand je parlerai de ça. Notre cerveau fonctionne sans nous, heureusement, mais pour qu'il fonctionne sans nous et nous rende, entre guillemets, plus intelligents, c'est-à-dire plus capables de faire des liens. Intelligence, c'est intelligere, donc, étymologiquement. Faire des liens, des combinaisons. Eh bien, il nous rend plus intelligents, c'est-à-dire plus capables de comprendre ce monde, de comprendre ce qui nous arrive, d'autant plus que vous mettez des choses dedans et des choses variées. Donc, autant de choses du genre, comment se fait-il que Joe Kennedy, le père du clan Kennedy, passait son temps à faire le pied de grue dans le vestibule de Ribbentrop, qui était l'ambassadeur de Hitler à Londres, pour aller embrasser la main de Hitler, et les mensonges néolibéraux et le management d'aujourd'hui. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les Kennedy et le clan Kennedy, etc., etc., et savoir aussi ce qui s'est passé avec le management, l'économie, son évolution, l'évolution des idées, l'évolution des idées, etc., etc. Sinon, on ne les fera jamais, ces liens. Alors notre cerveau est capable de le faire. Comme vous le savez, dans une autre vie, j'ai fait des études de ce qu'on appelle aujourd'hui des neurosciences. À mon époque, on appelait ça neuropsychologie. Et donc, je sais de quoi je parle. Et notre cerveau, évidemment, ne va faire son travail, c'est-à-dire c'est comme des moteurs de recherche qui vont chercher des liens entre des éléments qui, a priori, n'ont absolument aucun lien. Bon. Alors donc, les ceintures de Von Allen, la tour du machin, le gazon du Pentagone,
Alors, il y a apparemment un problème depuis le Canada. Ça s'est arrêté. Enfin, j'espère qu'il y aura une reprise du webinaire. On était arrivé à un moment intense, cette pédagogie. Alors, il faudrait peut-être que j'appelle Maraktouf par téléphone. Voilà, il est sorti. Et il est sorti, bon, on va l'attendre. Hein. On va l'attendre. Voilà celui qui m'appelle. Oui, Omar. Omar, allô? Il y a une erreur là, je sais pas. Il me dit une erreur est survenue, Oui, réessayez. oui. À un moment donné, ton image s'est bloquée et la parole ne passait plus. Donc tu rentres de nouveau Alors je et rentre de nouveau. oui. Ok, très bien. Voilà, donc on attend que le professeur Maraktouf revienne. On attend, hein, je préfère ne rien dire là, en attendant. Sauf que, sauf que dans le premier cours de philosophie, je sais pas, en, en présentant la philosophie, j'avais dit comme ça au passage, euh, d'abord ce que nous avons appris de la philosophie, nous l'avons appris de l'Europe. C'est-à-dire, je parle de notre génération à nous. Eux l'avaient appris de l'Andalousie. Bon, évidemment, ils essayent de dire à partir de Sarkozy, bon, qu'ils n'ont rien appris de l'Andalousie, mais qu'ils ont appris plutôt des Syriaques qui ont traduit, mais les Syriaques ne l'ont pas traduit en arabe, ils ont traduit en syriaque. Bon, bref, toute une construction pour dire qu'ils ne doivent rien aux Arabes. Bon, et dans le premier coup, j'avais dit, bon, parmi les enjeux euh, de la compréhension de la philosophie, c'est les Européens qui ont mis en avant la naissance. Ah, le voilà, il m'appelle encore. Attendez, il m'appelle encore. Oui, Omar. Oui, Oui, c'est Mohamed. Alors je suis en train de redémarrer mon ordinateur parce qu'apparemment, c'est ici. On a une coupure ici. oui, ben, parce que c'est un pays développé. Madame? Parce que le Canada est un pays développé. Apparemment, il y a une. Avec. Avec. Ouais. Voilà, ben, salut. On t'attend, hein, on t'attend. Dès que je peux, je te rappelle pour te dire. D'accord. Je suis en train de discuter un peu avec l'amphithéâtre. Ok, d'accord. C'était un enjeu proprement européen, interne à l'Europe, d'imaginer que les Grecs ne devaient rien à personne et que la philosophie est tracnée comme ça en Grèce sans absolument aucun rapport avec les civilisations qui l'entouraient. Donc, principalement dans les civilisations mésopotamiennes, la civilisation égyptienne, la Perse. Ça a un enjeu de dire qu'on ne doit rien à personne. Ça a un enjeu parce que quand on ne doit rien à personne, on est un miracle. On est absolument un miracle. Et si on ne doit rien à personne, donc on ne doit rien à ses parents. Voilà, il y a un mal qui m'appelle encore. Oui. Oui, Omar. Allô? Oui, c'est Mohamed. Je crois qu'on est obligé d'arrêter. On est obligé On va d'arrêter. reprendre soit un autre jour, soit jeudi prochain.
Parce que D'accord, là, on nous avertit qu'il y a une grosse panne Internet. d'accord, Et d'accord, voilà, là, d'accord. Ok, ben Omar, moi j'étais en train, je vais terminer là. ok. Donc, quand ça reviendra, des fois ça peut durer 24 heures et plus. Donc, quand ça reviendra, je t'appellerai et puis on verra. D'accord, Soit de on toute rattrape façon. jeudi, soit jeudi prochain. Inch'Allah. D'accord. Allez, merci Ok. Omar. Allez, à bientôt. Bye bye. Donc ça a toujours un enjeu de dire que c'est un miracle. Déjà, cela signifiait que eux qui viennent, qui se disaient les héritiers des Grecs, en sautant par-dessus le Moyen Âge, parce qu'ils ne voulaient pas être les héritiers de la période moyenâgeuse, déjà quand ils font ce saut, ils se donnent en réalité une origine miraculeuse, leur pensée, leur civilisation a une origine donc miraculeuse. Bien sûr, si vous voulez comprendre un peu, en allant un peu plus loin, ce que signifie cette formule, ben vous n'avez qu'à écouter les Américains, l'exceptionnalisme, la nation exceptionnelle, la nation indispensable, etc. Bon, comme Barack Obama le formule avec cette honnêteté, eh ben, c'est qu'il dit nous sommes la nation envoyée par Dieu. Voilà. Donc, ils ne sont pas des êtres normaux. Mais cette idée qu'ils étaient supérieurs, elle était ancienne. Elle était déjà ancienne de croire que la civilisation occidentale était supérieure à la civilisation indienne, chinoise ou arabo-musulmane. Ça revient au même. Alors, mais dans le paquet euh, de ces miracles, que la perception européenne, c'est-à-dire bourgeoise, parce que l'Europe, telle que nous la connaissons, c'est la fille de la bourgeoisie. Le processus a commencé au Xe siècle, et puis il s'est développé, comme vous le savez, et puis Maractouf en parle souvent. Elle nous a légué la notion de vérité en philosophie. Alors que la notion de vérité en philosophie, chez les Grecs, était discutée. Et elle était discutable. Dans les derniers cours que j'ai fait sur la sophistique et les sophistes contestent l'existence d'une vérité voilà, qui est une vérité définitive. Et ce poison, derrière le mot de vérité qu'ils nous ont envoyé, alors chez nous les Algériens, ou alors chez les Arabes, ou alors chez les musulmans, il est facilement acceptable. Pourquoi? Parce que déjà dans la philosophie grecque et ensuite dans la philosophie musulmane, le vrai c'est le bien. Le vrai c'est le bien. C'est à connaître le bien qu'on connaît le vrai. Et inversement, bien sûr. Mais le point de départ, c'est le bien. Si nous connaissons le bien, nous sommes dans le vrai. C'est-à-dire dans la vraie bonne conduite, dans la vraie sagesse, dans le vrai savoir. Et donc, c'était contesté chez les Grecs. Traduction au niveau de l'Europe après la Renaissance, c'est que la vérité est universelle. Dès lors qu'ils ont dit la vérité universelle, ils ont imposé leur propre vérité. C'est quoi l'enjeu? Quel est le très grand enjeu derrière? C'est la vérité est toujours présentée comme étant éternelle, hors sol, mais pour universelle, si on sens, elle est
Elle est universelle au sens cosmique, c'est-à-dire qu'elle est planétaire. Et comme vous le dites, vous éliminez l'idée de connaissance. Si la vérité, c'est dans la science, donc l'ensemble des connaissances de l'humanité qui existaient avant l'élaboration de ces sciences dures, dont on a parlé au Malaktouf, c'est-à-dire la physique, essentiellement, mais la chimie aussi, la biologie, pas les mathématiques, parce qu'elles existaient avant. Et véritablement, le développement des mathématiques et de l'astronomie chez les Arabes était extrêmement important. Donc si vous dites cela, vous disqualifiez la culture des autres. Et donc la médecine chinoise, c'est une médecine qui n'est pas scientifique, donc elle n'est pas vraie. Elles s'en foutaient que l'acupuncture, effectivement, ça vous soigne, que l'acupuncture peut être un anesthésiant, ça, ils s'en foutent complètement. Enfin, ils s'en foutaient. Maintenant, ils s'en foutent plus parce qu'il y a de l'argent à gagner. Donc, ils se moquaient de la médecine indienne, ayurvédique. Donc, ils se moquaient, ils se gossaient de la médecine africaine. C'est-à-dire, voir les Africains utiliser les herbes, utiliser les arbres, utiliser les racines, utiliser. Tout ça, c'est de l'aération. Alors, quand j'ai dit, bon, dans ces premiers cours, il n'y a pas de vérité universelle. C'est une vue de l'esprit, la vérité universelle. Le type s'est fâché. Bon, il me dit comment la vérité n'est pas universelle? Vous êtes un imposteur. C'est que la vérité n'est pas universelle. La vérité est relative, pardon, la connaissance scientifique. La vérité scientifique, elle est relative à un objet. Elle n'est pas relative à un espace. Et elle n'est pas relative à un calendrier. Quand Newton découvre la loi de la gravitation universelle et que nous sommes dans la physique newtonienne qui est une physique mécanique, ce que dit quand il parle Newton, il parle d'un objet qui est la gravitation universelle. Et cet objet, lui, il existe dans le monde entier. Alors que ce soit en Angola, chez les Incas, chez les Indiens, ou chez nous en Algérie, la gravitation existe. C'est elle qui est cosmique. Et ce que nous avons appris avec Newton, donc cette rupture épistémologique qui lui a permis de donner les lois des autres découvertes, des lois unifiantes, des autres découvertes qui étaient avant lui, donc Copernic. C'est cette gravitation aussi qui unit les étoiles, c'est ce mouvement, etc. C'est ça qui est universel, c'est pas la parole de Newton. Et donc la vérité scientifique, la parole scientifique, elle est relative à un objet. Et uniquement à cet objet, si Einstein vient après, et il découvre au-delà de la loi de la gravitation universelle, qui reste valable, parce que la gravitation universelle existe aussi, il va trouver la loi de la relativité générale, c'est de la relativité générale qu'il parle. Et toute relativité qu'elle est, elle existe, elle est cosmique. Et donc la parole d'Einstein, elle est relative à cet objet et elle n'est vraie que par rapport à cet objet. Tout comme Newton, ce n'était vrai que par la physique mécanique et pour la gravitation. Et s'il y a Max Planck ou d'autres qui est à côté ou devant ou derrière ou au-dessus d'Einstein, trouvent des phénomènes
que n'explique pas la relativité générale. Et donc, ils vont développer l'idée de physique quantique. Mais elle est aussi vraie que ce que dit Einstein. Et donc, bon, ils vont parler de la physique quantique. Et non seulement ils vont en parler, ils vont la développer. Aujourd'hui, la compréhension de la physique quantique est en train de permettre des applications, bon, notamment sur les ordinateurs, pour qu'ils deviennent super puissants, infiniment plus rapides, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir trois sciences qui, toutes les trois, disent vrai, mais ne disent vrai que relativement à leur objet. Et donc, la vérité scientifique, elle est relative. Elle n'est jamais absolue. Et donc, elle ne peut pas être universelle du point de vue du temps. Et elle n'est pas universelle du point de vue de l'espace. Par contre, ce qui est universel du point de vue du temps et de l'espace, eh c'est bien la gravitation universelle, c'est bien la relativité générale, c'est bien la physique quantique. Et en allant plus loin, pour que c'est important, hein, c'est très important ce que j'essaye de vous dire, bon, aussi pédagogiquement que possible, c'est que l'astronomie, avant Copernic, les astronomes qui faisaient des calculs, mais ils savaient prévoir des éclipses solaires. Ils avaient une connaissance dans le détail de ce que les mouvements des planètes. Et ils ne se trompaient pas. S'ils ne se trompaient pas, c'est que l'objet qu'ils calculaient n'était pas ce qu'ils disaient. Alors quand ils parlaient, eux, de système solaire qui est géocentrique, c'est-à-dire que la Terre elle est au milieu, puis il y a des cieux, puis les étoiles, enfin plutôt les planètes sont accrochées aux sphères, tout ça c'est une conception, c'est une vision, c'est une théorie sur le système solaire. Mais leurs calculs, eux, ne portaient pas sur le système solaire. Ils portaient sur le mouvement des étoiles. Et ils ont accumulé cette connaissance. Et l'Europe ne peut pas dire que ce n'est pas une connaissance. Ils ne pouvaient pas le dire, l'Europe, c'est-à-dire de là, je parle de Voltaire et après, enfin, Descartes et après, et puisqu'ils faisaient des calculs justes. Et leurs calculs se rapportaient uniquement au mouvement des étoiles et des planètes qu'ils voyaient. Et c'est ce développement de leurs connaissances, plus ils accumulent des connaissances, et plus, ils trouvaient de nouvelles choses, de nouveaux mouvements, de nouveaux problèmes qui ne correspondaient pas au géocentrisme, qui ne correspondaient pas à la vision de Ptolémée. Ils ont commencé à se douter. Ils ont commencé à se douter, tiens, mais c'est pas possible que la Terre est plate et qu'elle est au centre du monde. Le premier qui a formulé ce doute complètement et pleinement, c'est le Biruni. Je suis en train de chercher un document qui est précieux. Si j'arrive à le retrouver, vous allez être content. Je l'avais sur mon bureau il y a quelques jours. C'est le Biruni. Et il dit, d'après tous ces calculs-là, la Terre elle est ronde. Mais il dit, moi, je ne peux pas être trop affirmatif parce que je n'ai pas je ne me sens pas la force d'affirmer
la vérité d'une hypothèse ou de l'autre. Donc, je laisse les deux hypothèses pour le futur. Et donc, elle était vraie. Ces calculs sur les astres célestes, etc. Et c'était vrai parce qu'il y avait une trigonométrie possible, mais cette trigonométrie possible n'existe que parce qu'il y avait les mathématiques de la Mésopotamie et de la Perse. Sans ça, jamais n'aurait pu faire les calculs. Et cette base, elle était d'ailleurs même pas la base égyptienne, celle de la dizaine, hein, mais c'était la base 60. C'est la base 60 c'est cette base 60 qui a permis en fait de faire des calculs trigonométriques, d'astronomie. Et c'est cette base 60 que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Cette base 300, donc il y a 60 secondes dans la minute, 60 minutes dans une heure, il y a 360 degrés dans un cercle, c'est tout le temps des multiples de 60, et c'est ça qui le permet. Et il a refusé cet héritage. Donc parler de vérité, c'est toujours parler donc de quelque chose qui n'a pas changé, qui est éternel. Ils avaient besoin, l'Europe, de nous imposer ce truc éternel, cette vérité éternelle. Parce qu'ils venaient comme étant éternellement supérieurs à nous. C'est dans le tout à l'heure, quand c'est le professeur Ktouf qui parlait, bon, il a évoqué ça. Moi, je l'évoque, c'est-à-dire d'un autre point de vue. C'est qu'ils sont à ce point dans la vérité que leur supériorité n'est pas discutable. Alors, quand il a parlé de ces pères fondateurs des États-Unis, et qui écrivent donc dans la Constitution que les hommes naissent libres et égaux, alors qu'ils avaient des esclaves, et on peut s'en étonner, eh bien, c'est que les esclaves n'étaient pas des hommes, tout simplement pour eux. Et autour de cette bagarre, autour de la vérité, dire que l'homme a des connaissances, que nos ancêtres avaient d'authentiques connaissances. Et ces authentiques connaissances ont permis de construire des cités, des villes, des ponts, des pyramides, les jardins de Babylone, la Casbah d'Alger, ont permis de construire l'Alhambra, Grenade, Cordoue ou ailleurs, ou le Taj Mahal, ou le jardin enfin, secret des empereurs chinois. Ce sont des connaissances réelles qui ont une action sur notre vie et sur la nature. Ah bon, ils ont changé. Pourquoi ils ont changé? C'est toujours le profit. À un moment donné, bon, à la fin de leurs illusions scientistes, c'est-à-dire quand ils sont arrivés, à la fin des découvertes à partir du laboratoire, c'est-à-dire des artifices du laboratoire. Et donc, l'horizon de leur profit s'est rétréci, et ils se sont retournés vers les connaissances antérieures, et ils ont, par exemple, commencé à créer cette histoire de propriété, mais c'est la propriété sur la vie. Donc, ce que les Africains eux-mêmes, enfin les Africains, les Chinois, les Indiens, mais c'est surtout les Africains et les pays asiatiques, ils ne sont pas été dotés d'États centraux puissants, suffisamment puissants pour se défendre. Donc ils savaient ce qu'elles étaient les vertus des plantes, des feuilles, des herbes. Ils envoyaient des scientifiques, bon, qui faisaient un petit rapport, dire voilà, donc l'Artemisia annua, elle soigne
le paludisme. Mais elles soignent aussi le Covid. Donc ils font une étude, ils sortent les principes actifs de telle plante et ils dépensent cela comme un brevet du savoir. Et à partir de là, les pays eux-mêmes qui ont l'Artemisa annua comme Madagascar, eh bien, ils ne peuvent plus l'exploiter. Parce que ça devient leur propriété intellectuelle et donc leur propriété commerciale. On ne peut pas le faire. La bagarre, elle est là-dessus. Cette bagarre sur la vérité, est-ce que les autres civilisations ont développé, ont découvert, ont construit de vraies connaissances, mais même si elles ne rentrent pas dans le code d'expérimentation qu'a mis l'Europe, parce qu'ils l'ont refusé. Voici le document, je le trouve. Voilà que c'est la photocopie d'un livre. Je vais essayer de vous la présenter. C'est, oui, voilà. C'est Edgar Faure. Hein. Alors c'est Faure qui a écrit ça. Tenez. Léon Gauthier, pardon. Voici la page de garde. J'espère qu'elle est visible. Je vais voir. Alors, alors, une réforme du système astronomique par les philosophes arabes, Léon Gauthier. Paris, Imprimerie nationale, et c'est décembre 1909. Essayez de lire, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que dit le titre? Il dit un système astronomique de Ptolémée, tenter une réforme du système astronomique de Ptolémée, tenté par les philosophes arabes du XIIe siècle. Et c'est vrai qu'au XIIe siècle, il y a eu cette réforme. C'est pas tant qu'ils ont fait la réforme. Je vous ai parlé d'El-Biruni, mais les Perses, c'est surtout les Perses, qui sont en Iran, où ils sont pris très loin, et ils ont jeté l'hypothèse de, comment on appelle ça, de l'héliocentrisme. C'est-à-dire que c'est le Soleil qui est au centre et pas la Terre. Alors pourquoi Léon Gauthier a écrit ça? Je vais vous le dire. C'est pour vous donner une idée. Alors, je fais quelques phrases, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très long. Alors, en étudiant l'histoire de la philosophie musulmane, on rencontre certains textes rares et disséminés. Ouais, le choix des mots, putain. Alors, en étudiant l'histoire de la philosophie musulmane, on rencontre certains textes rares et disséminés qui signalent, en termes obscurs, qu'une tentative a été faite par les philosophes arabes du XIIe siècle pour réformer de fond en comble, c'est ce que fera Copernic, réformer de fond en comble, pour réformer de fond en comble le système astronomique de Ptolémée. Ces réformateurs, nous dit-on, prétendaient substituer aux hypothèses de l'Almageste, l'Almageste c'est l'ensemble des connaissances de l'astronomie autour de Ptolémée. Alors, ces réformateurs, nous dit-on, prétendaient substituer aux hypothèses de l'Almageste qui, depuis plus de 1000 ans, régnait sans partage
une hypothèse générale plus simple et plus conforme à la réalité, expliquant sans épicycle ni excentrique, donc c'est des trucs d'astronomie, ça, tous les mouvements célestes que relevait l'observation. En présence d'un de ces textes, formels en ce qui concerne le fait même d'une tentative de réforme astronomique, mais vague et énigmatique, touchant l'idée directrice du système à édifier, on peut être tenté de se demander si ces penseurs arabes n'ont pas eu plus de 400 ans avant nos astronomes, voyez l'enjeu, avant nos astronomes occidentaux, quelques pressentiments de la révolution copernicienne et des principes généraux de l'astronomie moderne. Telle fut par exemple l'impression de Renan lorsqu'il rencontra chez Ibn Rushd, Averroès, entre parenthèses, cette indication ambiguë d'une réforme possible et souhaitable du système de Ptolémée. On trouve, dit-il, chez Averroès un degré de critique rare dans l'islamisme. Dit-il, chez un degré de critique rare dans l'islamisme, et parmi ses observations, il en est qui dépasse de beaucoup l'horizon de son époque. Puis il y ajoute en note, voir par exemple une bien remarquable observation critique sur l'astronomie de Ptolémée, qui renfermait le germe d'un immense progrès. Ça, c'est dans les métaphysiques, les textes métaphysiques d'Averroès. Il y a donc, dans ce projet de réforme astronomique, de quoi piquer la curiosité des historiens. Alors, avant de rapprocher pour les écrire les uns et les autres les divers textes que nous avons pu recueillir, commençons par retracer, afin de rendre intelligible le sens et la portée de la réforme en question, les linéaments principaux du système alors obligatoire. Et bon, donc il va résumer. Mais pour arriver à dire quoi? Pour arriver à dire que c'est impossible que les philosophes arabes aient pu développer, construire une critique du géocentrisme parce qu'ils en sont simplement incapables. Et je vous demande de noter une ruse du langage quand on est comme ça face à ces textes, c'est que les astronomes arabes, ce n'étaient pas des philosophes, c'était des astronomes. Tout simplement. Mais c'est une science à part. Et les philosophes, eux, en général, avaient une formation mathématique poussée dans le monde arabo-musulman et à un degré de connaissance qui permettait l'encyclopédisme. C'est-à-dire que vous pouvez trouver chez quelques-uns une connaissance encyclopédique, mais ils sont très rares. Ce n'est pas le cas de tous les philosophes arabes. C'est le cas de Ibn Sina, c'est le cas d'Ibn Khaldoun, mais Ibn Khaldoun n'est pas un philosophe, mais un historien, c'est le fondateur d'ailleurs de la science historique. Et voilà comment il se sent, Léon Gauthier, ils se sont frustrés de cette immense victoire qui est la révolution copernicienne. Il ne faut pas qu'il y ait eu
Et il ne faut pas qu'il y ait eu un héritage européen à partir de cette science astronomique. Le XIIe siècle, bon, évidemment, c'est le siècle charnière dans les rapports entre le monde arabo-musulman, l'Inde, la Chine et l'Europe. C'est le moment des croisades. Mais à ce moment-là, les croisades, quand les calculs mathématiques devenaient nécessaires pour l'Europe et qu'ils devaient donc sortir des chiffres romains, des vieilles méthodes de calcul, mais c'est eux qui ont appris les mathématiques chez les Arabes. C'est eux. Et c'est eux qui ont réappris l'astronomie dans la civilisation arabo-islamique. C'est eux qui ont appris. Bon, la ville de Bougie a joué un rôle extrêmement important dans cette transmission des chiffres, du chiffrage, des mathématiques, de zéro. Parce qu'il y a le mathématicien, enfin, il y a un Italien qui était un négociant, qui est venu tout réapprendre à propos des mathématiques à Bougie. Et à l'occasion des relations commerciales. C'est pas parce qu'elle avait une curiosité, mais c'était la nécessité même de son travail, qui était le commerce, l'échange, l'usage de l'argent, l'échange des marchandises, qui l'oblige à faire ce travail. C'est à Bougie que c'est à partir donc de la ville de Bougie en Algérie, de Béjaïa, que les mathématiques ont été introduites en Europe. Voilà l'enjeu. Évidemment, le texte, lui, il est long, c'est-à-dire, je ne pouvais pas vous le lire en entier, mais je voulais vous lire juste ces deux premières feuilles pour vous donner une idée de cette façon de détruire cette idée que les Arabes ont pu apporter une réforme ou entrevoir une réforme qui aurait été peut-être une preuve à ses yeux à lui que l'Europe n'a pas tout le mérite de la révolution copernicienne. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous allez retrouver, même dans les conditions politiques les plus, comment on appelle ça, les plus aveuglantes, quand Borrell compare l'Europe à un jardin entouré de la jungle, c'est qu'il revient à la pensée mythique de l'Éden. L'Éden, c'est-à-dire le paradis, bon, parce que l'Éden était situé par la Bible. Dans la Bible, toutes les descriptions, toutes les données, l'Éden, c'est le delta du Tigre et de l'Euphrate. Là où il y avait de l'eau, il y avait la naissance de l'agriculture, la naissance de l'arboriculture, etc. Voilà, nous avons été interrompus par une panne d'Internet. Ce que nous a dit de toutes les façons Omar Aktouf sur l'état de l'eau, des rivières, des lacs qu'il y a au Canada, ces forêts qui brûlent et qui sont le résultat de la déforestation. Parce que c'est la déforestation qui favorise, comment on appelle ça, la perte de l'humidité interne aux forêts. Et d'ailleurs, il y a un article qui a été écrit, je crois même que Omar Aktouf en a parlé, il y a actuellement une sorte de course entre les sociétés canadiennes pour aller récupérer le bois brûlé, ou le bois à moitié brûlé. Parce que là, ils vont le récupérer encore à moitié brûlé. Voilà. Alors, ce qu'a dit aujourd'hui Omar Aktouf,
m'a rappelé la phrase de Marx et je termine avec ça. En tout cas, ça, c'est une pique directe. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas hypocrite, elle n'est pas aux écologistes, non pas l'écologie. La science, la connaissance, non, je parle des écologistes, à ceux qui veulent faire croire qu'il y a une possibilité de sauver la nature par une politique qui s'appellerait l'écologisme, quoi, le mouvement écologique, sans avoir affaire avec le capitalisme. Évidemment, je m'en fous complètement des écologistes français ou anglais ou américains. Donc, je vise les écologistes algériens. Et cette phrase de Marx dit « Le capital épuise l'homme et la nature. » Le capital épuise l'homme et la nature. Ça me semble, pour ces écologistes algériens, Nionouk, qu'ils viennent du courant marxiste ou qu'ils viennent simplement par la voie du mimétisme à l'écologie, personne ne sauvera la nature. Personne. S'il ne sauve pas l'homme. Et ce qui épuise l'homme et la nature, ce qui détruit et l'homme et la nature uniment, c'est-à-dire dans le même mouvement, c'est le capitalisme. Merci beaucoup. Bon, désolé à cause de cette panne, Omar n'a pas pu aller continuer son travail. Je vous salue tous et à jeudi prochain.